J'ai toujours été attirée par l'imperfection. Pas celle fabriquée, mais la patine authentique du passé, comme cette broche art déco légèrement ternie que j'avais repérée au milieu du marché vintage bondé de Scottsdale. Je me suis agrippée à elle au moment même où une autre main se posait sur nos phalanges, heurtant la délicate pièce d'argent. « Excusez-moi, je crois que c'est celle-là que je cherchais en premier », ai-je dit, croisant un regard vers saisissant qui m'a fait oublier un instant mon agacement. La femme en face de moi, grande, mince, les cheveux châtains tirés en arrière par un chignon soigné, a souri d'un air désolé, mais n'a pas retiré sa main. En fait, j'ai fait 3 fois le tour de ce stand aujourd'hui, attendant le retour de la propriétaire. Sa voix exprimait une assurance subtile qui ressemblait à un défi. C'est ainsi que j'ai rencontré Rebecca et que le désastre a commencé. Harper Moore, me suis-je présentée, sans lâcher la broche. La vendeuse nous a regardés avec amusement, sentant probablement une surenchère se préparer. Rebecca Williams, répondit-elle, son doigt effleurant toujours le mien sur l'antiquité. On pourrait peut-être en discuter autour d'un café. J'ai environ 40 minutes avant de partir pour l'aéroport. Contre toute attente, j'acceptai. 5 minutes plus tard, nous étions attablés dans un café voisin, la broche contestée posée entre nous comme un territoire disputé. « Qu'est-ce qui vous intéresse » demandai-je en remuant mon latte distraitement. C'est une jolie pièce, mais ce n'est pas vraiment la plus précieuse de la journée. Le regard de Rebecca s'adoucit en la contemplant. Ce motif me rappelle quelque chose que ma mère avait autrefois. Je suis sentimentale. Elle haussa les épaules avec une désinvolture qui semblait bien rodée. Et vous, les plus aises flânent souvent sur les marchés du week-end à la recherche de bibelots. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Vous savez qui je suis. Ton nom de famille est sur la moitié des bâtiments du quartier des Arts, dit-elle avec une pointe d'amusement. Et tu as été mis à l'honneur dans le magazine Arizona Lifestyle du mois dernier. Je grimaçai en me souvenant du portrait fade que ma mère avait insisté pour que je fasse. Ce n'était pas mon meilleur moment. On aurait dit que je passais mes journées à me prélasser au bord des piscines et à assister à des soirées caritatives. Et ce n'est pas exact. Un sourcil se haussa perfectament. Je dirige la fondation caritative de notre famille, dis-je, étrangement sur la défensive. C'est un vrai travail, malgré ce que laissent entendre les pages mondaines. Rebecca hocha la tête en consultant sa montre. Hôtesse de l'air, proposa-t-elle avant que je puisse poser la question. Basée à Chicago, mais je suis transférée sur la ligne de Scottsdale à partir du mois prochain. Quelque chose chez elle me donnait envie de continuer à parler, ce qui était inhabituel pour moi. J'évitais généralement les conversations prolongées avec des inconnus. Mais tandis qu'elle décrivait les couchers de soleil depuis les hublots d'avion sur le Sahara et les escales nocturnes à Tokyo, je me suis retrouvée à me pencher plus près, captivée par la façon dont elle transformait les anecdotes professionnelles banales en aventures. Ton travail a l'air bien plus intéressant que le mien, je admis. Nous avons tous nos plafonds de verre. Elle répondit avec un sourire narquois, la mienne est littéralement une cabine pressurisée. Lorsqu'elle se leva pour partir, je me surpris à ressentir une certaine déception. Rebecca me plaça la broche dans la main, la caressant des doigts. Elle est à toi. Je parcours les brocantes à travers le pays. Je trouverai bien un autre trésor. Mais ta mère est un souvenir, intervint-elle. Parfois, il vaut mieux laisser les choses à leur place. Sa main s'attarda sur la mienne un instant de trop et quelque chose bougea entre nous. Je l'ai regardé s'éloigner à grands pas, son sac d'uniforme en bandoulière. Ce n'est qu'après qu'elle eut disparu dans la foule que je réalisai que je n'avais même jamais marchandé la broche avec le vendeur. J'avais simplement payé le prix demandé, distraite par des pensées d'yeux verts et de destinations que je n'avais jamais vues. Je ne pouvais pas imaginer à quel point cette rencontre fortuite bouleverserait ma vie soigneusement construite, ni que la femme qui s'éloignait reviendrait bientôt dans mon monde d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. 2 mois après le marché vintage, mon monde s'est effondré d'un simple coup de fil. L'investissement familial dans un projet immobilier garanti s'était évaporé du jour au lendemain, emportant avec lui 60% de nos liquidités. Ma mère s'est réfugiée dans notre maison de vacances à Sedona, incapable de faire face aux inévitables répercussions sociales, me laissant seule pour sauver ce qui restait. Tu envisages sérieusement de devenir propriétaire ? La voix de Meredith était pleine de dédain, tandis qu'elle se prélassait sur ma terrasse en me regardant planter le panneau « à louer » dans la pelouse à côté de la maison d'amis. C'est presque un aveu d'échec financier. J'ai essuyé la sueur de mon front. J'envisage d'être pragmatique. Cette maison d'amis est vide depuis des années et j'ai besoin de revenus. Mais la présence d'étrangers sur votre propriété, elle a frissonné. Que dirait votre grand-mère ? Probablement que j'aurais dû demander plus, ai-je murmuré en reculant pour examiner mon œuvre. La visite libre était prévue samedi.
J'ai passé la journée de vendredi à récurer, dépoussiérer et aménager l'espace pour qu'il vaille le double du loyer déjà exorbitant que je demandais. Samedi matin, j'avais arboré mon sourire mondain et me préparais à rencontrer n'importe quel cadre intermédiaire capable de me proposer le prix demandé. La dernière personne à laquelle je m'attendais était Rebecca Williams. « Eh bien, c'est inattendu », dit-elle en s'arrêtant en me voyant tenir la porte. Ses cheveux étaient détachés aujourd'hui, retombant en vagues lâches sur ses épaules, la rendant plus douce que dans mes souvenirs. « Vous cherchez une location. » J'ai réussi, en essayant de garder mon calme professionnel malgré mon pouls qui me trahissait. « Je viens d'être transférée à Scottsdale », expliqua-t-elle. « Votre annonce mentionnait un loyer mensuel meublé et une entrée privée, parfait pour mon emploi du temps. » Je la guidai machinalement à travers l'espace, soudain gênée par chaque choix de décoration. Rebecca examina tout avec une attention particulière. Tester les robinets, vérifier les joints des fenêtres, ouvrir et fermer les portes. « Vous êtes minutieuse », commentai-je tandis qu'elle inspectait les charnières des placards. « Quand on vit dans des chambres d'hôtel 300 jours par an, on apprend ce qui compte dans un espace de vie », répondit-elle. Lorsqu'elle se tourna vers moi, la lumière du soleil par la fenêtre éclaira son profil, et l'espace d'une fraction de seconde, quelque chose en elle me parut douloureusement familier, d'une manière que je ne parvins pas à définir. L'après-midi, j'avais 5 candidats qualifiés, dont un médecin et un juge à la retraite. Logiquement, c'étaient des choix plus sûrs qu'une hôtesse de l'air que j'avais rencontrée autrefois. Mais la logique ne dictait pas ma décision lorsque j'appelai Rebecca ce soir-là. « Il y a des conditions », dis-je après lui avoir proposé la location. « D'abord, c'est strictement professionnel. Le fait que nous nous soyons déjà rencontrés ne signifie pas que je comprends parfaitement. » Elle interrompit. « Arrangement professionnel uniquement. » Je continuai ma récitation des limites. Pas de fête, pas d'animaux, pas de bruit excessif, peu de visiteurs pour la nuit. À chaque règle, je construisais des murs avant même qu'elle n'emménage. Rebecca accepta tout sans négociation. Le jour de son emménagement, je l'observai par la fenêtre de ma cuisine, tandis qu'elle transportait étonnamment peu de cartons de sa voiture. Sa vie tenait dans le coffre d'une modeste berline, quelqu'un habitué à voyager léger. Je m'étais promis de garder mes distances, mais ce soir-là, je me suis retrouvée à frapper à sa porte avec une bouteille de vin, prétextant que c'était une forme d'hospitalité traditionnelle envers de nouveaux voisins. J'ai dit, lever mon verre aux rencontres fortuites. Elle a rétorqué, son regard a croisé le mien avec une intensité inattendue. Nous étions assis sur sa petite véranda à la tombée de la nuit, échangeant des versions abrégées de nos vies depuis le marché. Lorsqu'elle a évoqué le survol du Grand Canyon au lever du soleil, son visage s'est illuminé d'un émerveillement sincère et je me suis surpris à me pencher plus près. « Tu aimes vraiment ce que tu fais ?» ai-je observé. « J'aime le mouvement, l'impermanence », a-t-elle admis. « Ne jamais être trop à l'aise nulle part. Et pourtant, te voilà en train de signer un bail. » Une ombre a traversé son visage. Même moi, je me lasse de courir, parfois. Lorsqu'elle a pris la bouteille de vin, ses doigts ont effleuré les miens et aucun de nous ne s'est immédiatement éloigné. Le contact a été bref mais électrique, et je me suis levé brusquement, désireux d'échapper au courant qui nous séparait. Je devrais partir tôt demain matin. Je me suis retiré vers ma maison, le cœur battant à tout rompre. « Harper !» m'a-t-elle crié. Quand je me suis retourné, sa silhouette se découpait sur le seuil de sa porte. « Merci de m'avoir choisi. » J'ai hoché la tête, incapable de m'expliquer pourquoi. En retournant à ma maison vide, l'espace entre nous semblait à la fois trop vaste et dangereusement insuffisant. La première fois que j'ai surpris Rebecca en train de jardiner à l'aube, quelque chose me taraudait la mémoire. Elle était agenouillée dans le petit carré à côté de la maison d'amis, plantant ce qui ressemblait à de la lavande, les cheveux relevés en un chignon. Disorden. Je regardais par la fenêtre de ma cuisine, un café oublié dans ma main, tandis que le soleil se reflétait sur son profil. C'est alors que j'ai réalisé l'étrange familiarité que j'éprouvais depuis son emménagement 6 semaines plus tôt. Ma tasse de café a failli se briser au sol lorsque je l'ai reconnue. Elle ressemblait trait pour trait à Eliza Winters, la fille du voisin disparue 15 ans plus tôt lors d'une tempête hivernale particulièrement violente. Cette disparition avait occupé l'actualité locale pendant des mois, les théories allant de la fugue à l'enlèvement, voire pire. J'avais 16 ans à l'époque et Eliza 18. C'était une fille cool et plus âgée qui me laissait parfois traîner quand elle n'était pas avec ses camarades de lycée. Elle a disparu sans laisser de traces un soir de février, laissant derrière elle des camarades inquiets et un père qui a déménagé dans l'année. La ressemblance ne pouvait pas être fortuite. La pente caractéristique de son nez, la façon dont elle inclinait la tête pour se concentrer. Mais Rebecca prétendait n'avoir jamais vécu en Arizona avant son transfert. Était-ce possible après 15 ans ? La mémoire joue des tours.
Peut-être voyais-je des liens là où il n'y en avait pas. Plus tard dans la semaine, j'ai proposé à Rebecca d'apporter des meubles qu'elle avait commandés dans sa chambre. J'ai repéré une petite boîte en bois sur sa commode, sculptée de fleurs délicates. C'est magnifique, ai-je dit en posant la lampe que j'avais apportée. Mon bien le plus précieux, a-t-elle répondu d'une voix étrangement tendue. La seule chose que j'ai conservée à chaque déménagement. Je me suis approchée. Puis-je ? A-t-elle hésité avant d'acquiescer. À l'intérieur se trouvaient quelques vieilles photos, des talons de billets et ce qui ressemblait à des coupures de presse. En les feuilletant attentivement, mon cœur a failli s'arrêter. Une photo montrait une adolescente debout devant ce qui était incontestablement ma maison, visible en arrière-plan, derrière une clôture. Où a-t-elle été prise ? Ai-je demandé, luttant pour garder un ton décontracté. Rebecca jeta un coup d'œil, quelque part dans le Midwest, je crois. J'ai collectionné des photos de partout où j'ai vécu. Le mensonge était si facile que j'y aurais peut-être cru si je n'avais pas contemplé ma propre maison d'enfance. Ce soir-là, j'ai sorti nos albums de famille et trouvé une photo d'un barbecue de quartier datant de l'été 2006. Là, en arrière-plan, se tenait Elisa Winters, arborant le même sourire en coin que Rebecca lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Je n'arrivais pas à dormir. Les questions se multipliaient tout au long de la nuit. Au matin, j'ai opté pour une approche directe. J'ai trouvé Rebecca sur son porche, sirotant du thé et lisant. « J'ai une question à te poser », ai-je dit, assis en face d'elle sans y être invité. Elle a baissé son livre. « Ça a l'air sérieux. As-tu déjà entendu parler d'Elisa Winters ?» Le changement était subtil, un léger resserrement autour de ses yeux, un changement à peine perceptible dans sa respiration, mais c'était suffisant. « Aurais-je dû ?» a-t-elle demandé prudemment. J'ai placé la photo du quartier sur la table entre nous, parce que tu es elle ou son sosie, et cette photo dans ta boîte. Elle n'a pas été prise dans le Midwest. Elle a été prise ici même, il y a 15 ans, avant qu'Elisa Winters ne disparaisse pendant une tempête de neige. La main de Rebecca tremblait légèrement lorsqu'elle prit la photo. Je pense que vous avez fait une erreur. Et je ne pense pas. Vous avez reconnu ma maison sur cette photo parce que vous habitiez à côté. Votre père était le professeur Winters, qui enseignait à l'ASU. Elle posa la photo avec un calme délibéré. Mon père était comptable dans l'Illinois. Je n'ai jamais vécu à Scottsdale auparavant. J'ai été embauché ici directement de Chicago. Alors expliquez-moi comment vous avez une photo de ma maison. Coincidence. Elle se leva brusquement. Echoed, Harper. J'apprécie le bail que nous avons, mais je n'apprécie pas d'être accusé de quoi exactement ? D'usurpation d'identité. Étant une personne disparue, je ne m'attendais pas à un déni aussi féroce. Je ne vous accuse de rien, j'ai juste... Vous avez juste décidé de jouer au détective amateur ? Parce que votre locataire ressemble à quelqu'un de votre passé, sa voix s'aiguisa. Tout le monde ne rentre pas dans les petites cases bien nettes de vos souvenirs d'enfance. Lorsqu'elle atteignit pour la photo, sa main tremblait visiblement. Cette petite trahison de nervosité m'a tout dit. Ces paroles ont démenti. Je devrais y aller, ai-je dit en me levant, désolée de vous avoir dérangé. En rentrant chez moi, j'ai senti son regard posé sur moi. Quel que soit le jeu que Rebecca ou Elisa jouaient, elle avait clairement des raisons de garder le secret. Et malgré mon esprit rationnel qui m'incitait à garder mes distances, je n'en ai été que plus attirée par son mystère. Ce soir-là, j'ai aperçu sa silhouette à travers les rideaux de la maison d'amis, arpentant la pièce comme un animal pris au piège. Mes questions avaient ébranlé sa façade soigneusement construite et, sous ma curiosité, se cachait une révélation plus inconfortable. Je tenais bien plus à Rebecca Williams qu'un propriétaire ne devrait tenir à son locataire. L'automne s'abattait sur Scottsdale avec de subtiles variations, la lumière devenant dorée en début de soirée, exigeant des pulls légers. Après notre confrontation, Rebecca et moi avons établi une trêve précaire, échangeant des hochements de tête polis lorsque nos chemins se croisaient, mais guère plus. Nos conversations faciles me manquaient plus que je ne voulais l'admettre. Un après-midi de début octobre, j'ai remarqué que la lumière du porche de la maison d'amis vacillait. Sans trop réfléchir, j'ai attrapé ma boîte à outils et j'ai frappé à la porte de Rebecca. « Appel de maintenance », ai-je dit lorsqu'elle est apparue, l'air surprise. « J'ai remarqué que l'éclairage de votre porche était en panne. » « Oh » a-t-elle hésité avant de s'écarter au moment où j'allais le mentionner. « Mais vous vous évitiez » ai-je ajouté en posant ma boîte à outils. Peut-être qu'un peu. Travailler sur le luminaire a occupé mes mains. Pendant que mon esprit cherchait des sujets de conversation neutres. Rebecca s'est appuyée contre la balustrade du porche et m'a regardé travailler de ses yeux verts perspicaces. Douleur. Comment vont les fondations ? A-t-elle finalement demandé.
Ça me tient toujours occupée. Nous finançons un nouveau programme d'hébergement pour adolescents. J'ai marqué une pause pour tester l'interrupteur. Comment ça va? Même nuage, autre jour. Lorsque j'ai accidentellement touché un fil sous tension, j'ai crié et j'ai failli tomber de l'escabeau. Les mains de Rebecca ont immédiatement stabilisé ma taille. Ses réflexes étaient d'une rapidité impressionnante. Attention, a-t-elle dit, sa voix proche de mon oreille. Ses mains se sont attardées un instant de plus que nécessaire avant qu'elle ne s'éloigne. Ce bref contact a brisé le mur qui nous séparait. Le lendemain, j'ai trouvé un mot de remerciement avec une invitation à dîner. Si les limites entre propriétaires et locataires le permettent, j'ai accepté. Notre dîner s'est prolongé en anecdotes partagées autour d'un deuxième verre de vin. Elle m'a demandé comment j'avais grandi dans la maison d'Axe en Grave-Côté, et j'ai soigneusement évité de mentionner Elisa lorsqu'elle m'a décrit ses escales isolées à l'aéroport dans des villes étrangères. J'ai perçu une profonde solitude sous son apparence indépendante. Cette nouvelle routine s'est poursuivie jusqu'en octobre, réparant des choses inutiles dans sa location, partageant des repas occasionnels, reconstruisant prudemment ce qui avait commencé à se former entre nous. Je me suis retrouvée à inventer des raisons de la contacter. Elle semblait accueillir chaque intrusion avec plaisir. La première semaine de novembre a été marquée par un orage inattendu qui a privé d'électricité tout notre quartier. Je cherchais des bougies quand mon téléphone s'est allumé avec le message de Rebecca. Auriez-vous des lampes de poche supplémentaires ou de la compagnie pour une panne d'électricité? J'ai attrapé une bouteille de Cabernet et me suis frayé un chemin sous la pluie jusqu'à sa porte. À l'intérieur, elle avait créé un nid douillet de couvertures et d'oreillers sur le sol du salon, entouré de toutes les bougies qu'elle pouvait trouver. La lumière vacillante adoucissait ses traits, la rendant à nouveau familière et mystérieuse. Très chic apocalyptique, ai-je plaisanté en m'installant dans le refuge de couverture. J'ai survécu à pire que des pannes de courant, a-t-elle répondu en ouvrant le verre de vin. Dehors, le tonnerre a fait trembler les fenêtres. Rebecca a visiblement tressailli à un craquement particulièrement fort. Pas fan des orages, ai-je demandé doucement. Elle a fixé son verre de vin. Ça me rappelle des souvenirs, de mauvais souvenirs. La lumière des bougies a éclairé son profil tandis qu'elle hochait la tête. Puis-je te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne ici? Mon cœur battait fort. Bien sûr, j'ai changé de nom il y a des années. Elle a pris une grande inspiration. Pas légalement. Je n'ai commis ni usurpation d'identité ni rien de criminel, mais j'ai quitté mon ancienne vie et tout ce qui s'y rattachait. Je suis restée parfaitement immobile, craignant que le moindre mouvement ne l'empêche de confesser. Mon père était, a-t-elle poursuivi, puis s'est tu. Il n'était pas l'homme que les gens croyaient derrière des portes closes. C'était quelqu'un d'autre. La pluie s'intensifiait dehors, créant un cocon autour de ses paroles. Je suis partie pendant un orage, a-t-elle murmuré, le genre où le monde disparaît derrière les phares. Tu t'appelais Elisa? Ai-je demandé doucement. Pendant un long moment, elle est restée silencieuse. Alors, est-ce important qui j'étais? Pas pour ce que je ressens pour toi maintenant, ai-je admis, les mots s'échappant avant que je puisse y réfléchir. Son regard s'est levé vers le mien, surpris et vulnérable. Et toi, comment te sens-tu? Au lieu de répondre, j'ai pris sa main, paume vers le haut. Une écharde que je n'avais pas remarquée était incrustée près de son pouce, probablement à cause de la balustrade du porche. Tu es blessé? Ai-je murmuré en l'examinant à la lueur des bougies. Ce n'est rien, laisse-moi faire. J'ai trouvé une pince à épiler dans sa salle de bain et je suis retournée retirer délicatement l'écharde. Pendant que je travaillais, son souffle me réchauffait la joue, nos visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Quand j'ai relevé les yeux, son expression était si ouverte que j'ai eu mal à la poitrine. Je ne sais pas laquelle de nous deux a bougé la première, mais soudain, ses lèvres se sont posées sur les miennes. Tâtonnante, puis affamée, ses mains encadraient mon visage comme si j'allais disparaître. Le baiser s'est approfondi, des années d'isolement et de prudence se sont dissipées entre nous. Mes doigts se sont emmêlés dans ses cheveux, l'attirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Lorsque nous nous sommes séparés, respirant tous les deux de façon irrégulière, la réalité m'a brutalement rattrapée. Je me suis levée brusquement, les pensées dispersées, je devrais aller vérifier le disjoncteur. J'ai réussi, même si nous savions tous les deux qu'il s'agissait d'une panne de courant. Rebecca a hoché la tête, touchant ses lèvres comme pour préserver la sensation. Harper, eh bien, on se parle demain, ai-je promis, me retirant dans la tempête, la peau encore brûlante là où elle m'avait touchée. L'hiver arriva tôt cette année-là, un front froid descendant du Canada transformant le doux mois de décembre de Scottsdale en un mois plus fragile. Après notre baiser, Rebecca et moi tournâmes prudemment autour l'une de l'autre,
sans mentionner ce qui s'était passé pendant la panne d'électricité. Je me disais que c'était pour le mieux, de maintenir une distance professionnelle, de protéger les limites, mais je ne pouvais m'empêcher de revivre le moment où ses lèvres touchèrent les miennes. La première nuit, les températures descendirent en dessous de 0. Je fus réveillée en sursaut par des cris provenant de la maison d'amis. J'attrapai mon peignoir et traversai la cour en courant, le cœur battant la chamade. En cherchant mon double de clés, je trouvai Rebecca à l'intérieur, se débattant dans son lit, prisonnière d'un cauchemar. « Rebecca » appelai-je doucement en lui secouant l'épaule. « Réveille-toi, tu rêves. » Ses yeux s'ouvrirent brusquement, fous de terreur, avant qu'elle ne reconnaisse. « Harpour » sa voix était petite, enfantine. « Tu faisais un cauchemar. » expliquai-je en relâchant son épaule. « Je suis désolée. » Elle repoussa ses cheveux humides de son visage. « Me suis-je réveillée ? » Tout le quartier, juste moi. Je m'assis au bord de son lit, gardant une distance prudente. « Est-ce qu'ils arrivent souvent, les cauchemars ?» Elle hocha la tête, ramenant ses genoux contre sa poitrine. « L'hiver les aggrave. Le froid, il me rappelle tout. Tu veux en parler ?» Dans la faible lumière de la lampe de chevet, elle paraissait à la fois plus âgée que son âge et terriblement jeune. « C'est toujours le même rêve. Je suis piégée dans cette maison avec lui essayant de se cacher, sachant ce qui se passera quand il me trouvera. » Elle n'avait pas besoin d'expliquer qui il était, votre père, le professeur Winters. Un universitaire respecté le jour, dit-elle amèrement. Un monstre la nuit. Personne ne soupçonnait qu'il était si charmant en public. C'était la première fois qu'elle avouait ouvertement sa véritable identité. Je me rapprochai, prenant sa main froide dans la mienne. Cette nuit-là, pendant la tempête, continua-t-elle, n'était pas prévue. J'avais enduré des années de ces punitions pour des transgressions imaginaires, mais cette nuit-là, il était différent, plus imprévisible. Je savais que si je restais, je ne survivrais pas. Elle m'a décrit comment elle avait couru à travers le blizzard avec pour seul sac à dos, utilisant une fausse carte d'identité obtenue des mois avant de monter dans le premier bus quittant la gare, et comment elle avait créé Rebecca Williams à partir de fragments de personnages de films et de noms de familles d'inconnus. Je ne suis jamais restée plus de 8 mois au même endroit, a-t-elle admis. Jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a changé maintenant ? Ai-je demandé, respirant à peine. Elle m'a regardé. Puis, vraiment, m'a regardé. Tu sais ce qui a changé. Je suis restée jusqu'à ce qu'elle se rendorme, ses doigts entrelacés aux miens. En observant son visage paisible, je me suis promis silencieusement de la protéger des fantômes qu'elle ne pouvait semer. Les semaines suivantes nous ont rapprochés, même si nous avons soigneusement évité d'aborder la tension physique entre nous. Je me suis concentrée sur des questions pratiques, installer de meilleures serrures sur ses portes, ajouter des détecteurs de mouvement dans la maison d'hôte. Un soir, en parcourant un site de bijoux vintage, je l'ai trouvée, une broche art déco presque identique à celle de notre première rencontre. Je l'ai commandée immédiatement, payant un supplément pour une livraison express pour les fêtes. Le solstice d'hiver arriva avec une neige inhabituelle qui transforma Scottsdale en un conte de fées. Rebecca accepta mon invitation à dîner dans la maison principale, arrivant avec une bouteille de champagne et une nervosité visible dans sa posture. « Joyeux Noël, presque Noël », dis-je en lui prenant son manteau. J'avais passé la journée à préparer le sapin décoré, la table flamboyante dressée avec la porcelaine de ma grand-mère. Rebecca regarda autour d'elle, émerveillée par la transformation. « Je n'ai pas fêté Noël depuis mon départ », a-t-elle admis. « Ça ne m'a jamais semblé valoir la peine quand on est seul. » « Eh bien, ce n'est plus toi », ai-je répondu en lui tendant une coupe de champagne. Après le dîner, nous nous sommes installés sur le canapé devant la cheminée. Je lui ai tendu un petit paquet emballé dans du papier argenté. « Tu n'étais pas obligé de m'acheter quoi que ce soit », a-t-elle protesté. « Ouvre-la. » Lorsqu'elle a déballé la broche, ses yeux se sont remplis de larmes. « Comment as-tu fait ? Ce n'est pas la même, mais c'est celle que j'ai trouvée qui s'en rapproche le plus. » Je l'ai aidée à l'épingler à son pull. « Tu as dit qu'elle te rappelait celle de ta mère. C'était la seule belle chose de notre maison, » a-t-elle murmuré. « Il l'a vendue après sa mort. Je me suis toujours demandé si je pouvais la retrouver. » Ses doigts ont effleuré la broche, puis ont pris ma main. Lorsqu'elle a levé les yeux, l'émotion vive dans ses yeux m'a coupé le souffle. « Merci », a-t-elle dit. Et puis elle m'a embrassé, pas le baiser prudent que nous avions partagé pendant la tempête, mais quelque chose de plus profond, plein de désir et de « j'avais besoin de moi ». Je l'ai serrée contre moi, toutes mes raisons soigneusement construites pour garder mes distances se dissolvant sous son contact. Lorsqu'elle a murmuré mon nom contre mes lèvres, j'ai eu l'impression de rentrer chez moi, là où je n'étais jamais allée. Là, sur mon canapé, avec la neige qui tombait dehors et la lumière du feu qui dansait sur sa peau.
Rebecca a finalement arrêté de courir et j'ai arrêté de faire semblant de ne pas tomber amoureuse de ma locataire, la fille perdue de vue de mon voisin, la femme qui était apparue 2 fois dans ma vie, comme par hasard plutôt que par hasard. Janvier a apporté un calme trompeur. Rebecca et moi avons trouvé un rythme confortable. Elle a progressivement emménagé plus d'affaires chez moi, tout en conservant le prétexte de la location. Pendant ses jours de congé, elle préparait des repas élaborés pendant que je travaillais à la maison, m'échangeant des baisers au passage dans les couloirs. Nous étions prudentes. En public, les mondains de Scottsdale ont un œil aiguisé pour les ragots, mais en privé, nous avons créé notre propre sanctuaire. Avez-vous déjà pensé à porter plainte ? Ai-je demandé un soir, assis sur la terrasse, à propos de ce que votre père a fait. Rebecca se tendit à côté de moi. Le délai de prescription est presque expiré, et je ne suis pas le seul à vouloir échapper à cette vie. Le certificat de décès d'Elisa a été déposé il y a des années. Je lui ai serré la main. Tu n'as plus besoin d'être elle, mais tu n'as plus besoin de te cacher non plus. Elle a souri tristement, de vieilles habitudes. La première perturbation de notre bonheur s'est produite chez Safeway, de tous les endroits. Je choisissais des oranges pendant que Rebecca vérifiait les avocats lorsqu'une voix d'homme a retenti au rayon fruits et légumes. Mon Dieu, Elisa Winters, c'est toi, Rebecca, qui t'es figée. L'avocat était suspendu dans les airs. Un homme d'âge moyen s'est approché, rayonnant de reconnaissance. C'est toi, Martin Delaney. J'habitais à 3 maisons de chez ton père. Tout le monde te croyait mort. J'ai vu le visage de Rebecca se vider de ses couleurs. Elle a posé l'avocat avec une précision mécanique et a affiché un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Une défense fragile. Je suis désolée. Tu m'as prise pour quelqu'un d'autre. Dit-elle doucement, je m'appelle Rebecca Williams. Le sourire de Martin, mais vous êtes identiques. C'est courant. J'intervins en passant mon bras sous celui de Rebecca. Elle entend ça tout le temps, n'est-ce pas, ma chérie ? Rebecca hocha la tête avec raideur. Si vous voulez bien nous excuser, nous sommes en retard. Nous avons abandonné notre caddie et nous sommes précipités vers le parking. Les mains de Rebecca tremblaient tellement qu'elle n'a pas pu ouvrir la portière de la voiture. Il sait qu'elle a chuchoté. Il le dira aux autres. Ce n'est rien. Je l'ai apaisé en nous ramenant à la maison. Juste un ancien voisin qui pensait reconnaître quelqu'un. Mais j'ai sous-estimé la certitude de Martin Delaney et ses relations. 3 jours plus tard, il est apparu à notre porte alors que nous terminions de dîner. J'ai besoin de parler à Elisa, a-t-il insisté lorsque j'ai répondu. Il n'y a personne de ce nom ici, ai-je répondu en essayant de fermer la porte. Il a coincé son pied dans l'ouverture. Et non, c'est elle et elle doit savoir. Son père n'arrête pas de demander où elle est depuis sa libération conditionnelle. Rebecca apparut derrière moi, le visage blême. L'expression de Martin s'adoucit. Et je savais que c'était toi. Écoute, je ne suis pas là pour causer des ennuis, mais David Winters s'est sorti il y a 6 mois et il s'est renseigné auprès de connaissances communes. Sors de là. Ai-je rétorqué en le poussant du pied. Attends. Demanda Rebecca doucement. Qu'a-t-il dit exactement, Martin ? Qu'il avait des affaires en suspens avec sa fille. Le regard de Martin était désolé. Je pensais que tu devais savoir. Après son départ, Rebecca arpentait notre salon comme un animal en cage. Je dois partir ce soir. Tu ne vas nulle part. Ai-je déclaré en lui barrant le passage. C'est ta maison maintenant. Je ne le laisserai pas te trouver. Tu ne comprends pas de quoi il est capable. Alors aide-moi à comprendre. Sa dépression était comme assister à un effondrement. Tout s'est déversé. Les années de maltraitance calculées, la mort suspecte de sa mère, considérée comme un accident. La nuit où elle s'est finalement échappée avec des preuves de ça les crimes financiers de mon père qu'il avait finalement envoyé en prison, et j'ai témoigné contre lui. Elle a expliqué en larmes, sous protection des témoins. Mais j'en avais assez de vivre avec des agents de police surveillant mes moindres faits et gestes. Alors j'ai disparu à nouveau, créant Rebecca. Je l'ai tenue dans mes bras pendant la tempête de révélation, la fureur grandissant dans ma poitrine face à ce qu'elle avait enduré. C'est pour ça que tu n'es jamais resté plus de 8 mois au même endroit ? Ai-je demandé. Tu as fui tout ce temps ? Elle a hoché la tête contre mon épaule. Je ne m'attendais pas à trouver une raison de rester. Tu en as une maintenant. Ai-je murmuré férocement. Tu m'auras plus tard, emmêlé dans mes draps, son corps pressé contre le mien. J'ai fait des promesses que je n'étais pas sûre de pouvoir tenir, qu'elle était en sécurité maintenant, que nous affronterions tout ce qui se présenterait, que son père ne lui ferait plus jamais de mal. Alors qu'elle s'endormait dans mes bras, je lui ai caressé les cheveux et juré silencieusement de la protéger. Cette femme qui avait survécu à l'inimaginable pour retrouver son chemin jusqu'à la maison d'Axe en Grave-Côté.
L'univers l'avait placée 2 fois sur mon chemin, et moi elle préférait mourir plutôt que de se laisser arracher. Le printemps arrivait à Scottsdale, colorant le désert de fleurs sauvages éphémères. En temps normal, cela aurait été ma saison préférée. Au lieu de cela, je me suis retrouvée à scruter constamment les parkings à la recherche de véhicules inconnus et à sursauter dès que mon téléphone sonnait. Rebecca avait contacté à contre-cœur son ancien agent de protection des témoins, qui avait confirmé que David Winters avait violé sa liberté conditionnelle en franchissant les frontières de l'État. Il le recherchait, mais le système avançait avec une lenteur glaciale. On ne peut pas passer son temps à regarder par-dessus son épaule, ai-je dit à Rebecca un matin, alors qu'elle vérifiait les serrures pour la 3e fois. Il faut vivre sa vie. Elle m'a adressé un sourire triste. Facile à dire quand on n'a pas passé 15 ans à courir. Malgré ses craintes, Rebecca avançait timidement vers la permanence, acceptant un poste d'agent au sol auprès de la compagnie aérienne qui la garderait à Scottsdale, mettant ainsi fin à ses années d'hôtesse de l'air. J'étais égoïstement reconnaissant. Chaque fois qu'elle partait pour un vol, j'étais hanté par la possibilité qu'elle ne revienne pas. Mon obligation annuelle d'assister au Scottsdale le gala de l'hôpital pour enfants a eu lieu avec la première vague de chaleur du printemps. Normalement, j'y serais allée seule ou avec Meredith comme invitée, mais cette année, c'était différent. « Viens avec moi », ai-je exhorté Rebecca. Il est temps d'arrêter de se cacher. Tes amis mondains n'approuveront pas que tu sortes avec la bonne, a-t-elle plaisanté. Bien que j'ai décelé une anxiété sincère sous son humour. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Le soir du gala, Rebecca est sortie de la chambre vêtue d'une robe bleu nuit qui m'a coupé le souffle. La broche vintage ornait son décolleté, illuminant chacun de ses mouvements. « Tu es magnifique », ai-je murmuré, soudain nerveuse à l'idée de la partager avec le monde. La grande salle de bal du Phénician s'est transformée en un jardin de fleurs en cristal et de bougies flottantes. En entrant, j'ai senti les murmures d'attention derrière les verres à cocktail, les regards surpris de ceux qui me connaissaient depuis toujours. Meredith nous a interceptés à la table du champagne, observant Rebecca avec une curiosité non dissimulée. « Harper chérie, tu n'as pas mentionné que tu amenais une invitée, Meredith, voici Rebecca Williams », ai-je dit fermement. Ma partenaire, Rebecca, a serré la main dans la mienne à cette déclaration publique. La locataire, Meredith, a parfaitement arqué les sourcils, quelle avant-gardiste de ta part. Toute la soirée, Rebecca a résisté à la condescendance à peine voilée de mon entourage, avec une grâce remarquable, m'a procuré une grâce remarquable. Je l'ai regardé charmer le président du conseil d'administration de l'hôpital en discutant des habitudes de vol autour d'un verre de vin, tandis que je m'occupais des promesses de dons. Pour la première fois, j'ai vu ce que notre vie pourrait être. Public, légitime, normal, jusqu'à ce que mon téléphone vibre avec une alerte d'information de la station locale. Le titre m'a glacé le sang. Un ancien professeur de l'ASU, libéré de prison plus tôt que prévu, décède dans un accident de voiture. La photo montrait David Winters, plus âgé que sur les photos de Rebecca, mais reconnaissable entre mille. Je me suis excusée pour aller lire l'article complet dans le couloir. Selon les premiers rapports, Winters avait été victime d'une crise cardiaque massive au volant, percutant une glissière de sécurité devant Flagstaff. Aucun autre véhicule n'était impliqué. Mes mains tremblaient en revenant trouver Rebecca. Elle parlait avec la femme du maire. Sa posture était parfaite, son sourire inébranlable. J'ai attendu qu'il se sépare avant de lui montrer mon téléphone. « Il est mort », a-t-elle murmuré en me serrant le bras pour me soutenir. « Sont-ils sûrs ?» J'ai confirmé sur place, « Rebecca, c'est fini. Il ne peut plus te faire de mal. » Elle s'est excusée et est allée aux toilettes. Ne la voyant pas revenir au bout d'un quart d'heure, je l'ai trouvée en train de fixer son reflet, des larmes coulant silencieusement sur son visage. « Je ne sais pas qui je suis. » Sans peur, a-t-elle admis. C'est ma compagne depuis si longtemps. Je l'ai serrée dans mes bras, derrière nos regards croisés dans le miroir. Tu es Rebecca Williams ou Eliza Winters, ou les deux. Celle que tu veux être. De retour à la maison, Rebecca était assise, raide comme une flèche, sur notre lit. La réalité de la mort de son père, encore en train de s'installer, avait déclenché quelque chose d'inattendu. Non pas du soulagement, mais un deuil complexe pour l'enfance normale qu'elle n'avait jamais eue, pour ce père qui ne l'avait jamais aimée comme il aurait dû. Le lendemain matin, un reportage révélait la vérité. L'accident de David Winter n'était pas naturel du tout. Les rapports toxicologiques indiquaient qu'il était fortement intoxiqué. Plus important encore, la police avait trouvé une adresse à Scottsdale écrite sur un bout de papier dans sa poche. Notre adresse. Il venait ici, halta Rebecca en fixant la télévision. Il m'a trouvé. Cette révélation brisa notre bref sentiment de sécurité. Rebecca commença immédiatement à faire ses bagages,
jetant des vêtements au hasard dans sa valise, malgré mes protestations. Je ne peux pas rester, insista-t-elle, les yeux exorbités par une terreur renouvelée. Il aurait pu le dire à d'autres, et s'il ne travaillait pas seul? Tu ne peux pas fuir éternellement, criai-je en la saisissant par les bras. Je t'aime. Reste et combats ça avec moi. M'aimer pourrait te coûter la vie, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Cette nuit-là, je m'endormis, la serrant si fort que j'en avais mal, craignant qu'elle ne disparaisse. Avant l'aube, mes rêves étaient hantés par la certitude que notre bonheur retrouvé restait aussi fragile que les fleurs printanières dans le désert, beau mais peut-être trop délicat pour durer. Je me réveillai, tendant la main vers Rebecca, ne trouvant que des draps froids. Pendant un instant, je restai le cœur glacé, menaçant de me briser les côtes. Avant de me redresser brusquement, son côté du lit était vide, son oreiller portant encore l'empreinte de sa tête. « Rebecca » appelai-je, ma voix résonnant dans la maison. Le silence répondit. Je vérifiai la salle de bain, la cuisine, le porche. À chaque pièce vide, la terreur se solidifiait dans mes entrailles. Lorsque je pénétrai enfin dans la maison d'hôte, je sus avant même d'ouvrir la porte. L'espace que Rebecca avait peu à peu rempli de vie était redevenu stérile, impersonnel. Elle n'avait presque rien emporté, juste ses documents essentiels et quelques vêtements. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait la broche et un mot plié. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. « Harper, t'aimer a été la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite. Mais je ne prendrai pas le risque de devenir la cause de ta souffrance. Il est peut-être parti, mais son ombre est toujours là. Tu mérites quelqu'un dont le passé ne mettra pas en danger ton avenir. Pardonne-moi, R. » La broche brillait de manière accusatrice dans la lumière matinale, symbole de lien qui refusait d'être rompu, désormais abandonné comme tout le reste. J'ai appelé son portable à plusieurs reprises. À chaque fois, je suis tombée directement sur la messagerie vocale. J'ai contacté la compagnie aérienne pour apprendre que Rebecca Williams avait soumis sa démission par voie électronique à 4h17. J'ai même conduit jusqu'à l'aéroport, scrutant les panneaux d'affichage des départs à la recherche de destinations où elle pourrait fuir. Le vide de la maison d'hôte me narguait. Les jours suivants, j'ai erré dans les chambres tel un fantôme, touchant les surfaces où ses affaires avaient inhalé les traces ternes de son parfum. Le sommeil me fuyait. La nourriture avait perdu son goût. Meredith est apparue à l'improviste sur le pas de ma porte, apportant du vin cher et des conseils indésirables. Elle n'aurait jamais sa place dans ton monde, dit-elle en me regardant fixer mon verre d'un air absent. Le déséquilibre du pouvoir, seul. Sors d'ici, dis-je doucement. Harper, sois raisonnable, sors d'ici. Une pointe d'acier traversa ma voix, et ne revient pas avant d'avoir compris ce qu'elle représentait pour moi. 2 semaines après la disparition de Rebecca, le désespoir me poussa à prendre des mesures extraordinaires. J'ai contacté Maxwell Hernandez, un détective privé discret auquel ma famille avait fait appel pendant le scandale financier. Ses bureaux occupaient le dernier étage d'un vieil immeuble du centre-ville, les murs tapissés de permis et de certificats attestant de sa légitimité. « Votre locataire » répéta-t-il lorsque j'eus fini de lui expliquer. « Qui pensez-vous être en réalité Elisa Winters, présumée morte depuis 15 ans et à nouveau portée disparue? Je sais ce que ça peut paraître, admis-je. Mais je dois la retrouver. » L'expression de Maxwell resta neutre. Trouver quelqu'un qui ne veut pas être retrouvé, surtout quelqu'un qui a l'habitude de disparaître, ne sera pas facile. L'argent n'est pas un problème, acquiesça-t-il. Une fois. J'aurai besoin de tout. Vous avez son vrai nom, ses pseudonymes, vous savez, des photos, des habitudes, des endroits préférés, tout ce qui est significatif. J'ai décrit ce qui semblait être la vie entière de Rebecca en points clés. Sa préférence pour les sièges côté couloir dans les avions, son habitude de toucher les antiquités comme si elle absorbait leur histoire, comment elle commandait toujours du café, noir, mais ajoutait secrètement de la crème quand elle pensait que personne ne regardait. Les jours se sont étirés jusqu'à 1 semaine, puis 2. Maxwell envoyait des mises à jour quotidiennes qui révélaient très peu de choses. Une possible observation à Phoenix Sky Harbor, une autre dans une gare routière de Tucson. Rebecca était devenue un fantôme, de nouveau douée pour l'évaporation. Après des années de pratique, la première vraie piste est arrivée un mardi après-midi. Maxwell a appelé alors que j'examinais nonchalamment les propositions de fondation. Nous avons trouvé une demande de location au nom d'Anna Jones à Phoenix. Il a dit, sans préambule, la signature correspond à vos échantillons. L'espoir a douloureusement surgi. Adresse, en cours de traitement, la société de gestion se montre difficile sans mandat. 5 autres jours angoissants se sont écoulés avant le prochain appel de Maxwell. Elle utilise un historique de crédit différent, mais le logiciel de reconnaissance faciale l'a associé aux images de vidéosurveillance d'un complexe d'appartements sur East Meadow.
J'ai pris mes clés avant qu'il ait fini de parler. L'immeuble était un immeuble de taille moyenne stérile avec une sécurité minimale. Exactement le type de résidence anonyme que Rebecca choisirait. Je suis restée assise dans ma voiture de l'autre côté de la rue pendant des heures à regarder les résidents aller et venir, priant pour l'apercevoir. Lorsque mon téléphone a sonné vers minuit, le numéro de l'hôpital a clignoté sur mon écran. Est-ce Harper Moore ? Une voix clinique a demandé « Oui ». Ai-je répondu soudainement, froide et effrayée. « Nous avons une patiente », a admis Rebecca Williams après une agression. Vous êtes répertorié comme son contact d'urgence sur une carte dans son portefeuille. Le monde a basculé. Est-elle stable ? L'infirmière m'a assuré, mais en vous demandant, j'ai dépassé toutes les limitations de vitesse en courant jusqu'à l'hôpital général de Phoenix. À la réception, on m'a dirigé vers le 3e étage où un policier se tenait devant la chambre 317. Il s'est avancé alors que je m'approchais de Madame Moore. Inspecteur Ramirez, Madame Williams a été agressée devant son appartement il y a environ 3 heures. Un voisin a entendu la bagarre et a appelé les secours. Qui a fait ça ? Ma voix tremblait de fureur. On enquête, a-t-il dit prudemment. L'assaillante a mentionné les amis de son père pendant l'agression. Ça vous dit quelque chose ? Tout s'est figé en moi. David Winters n'avait pas travaillé seul, après tout. Lorsque l'inspecteur m'a enfin laissé entrer dans la pièce, la vue de Rebecca, le visage meurtri, le bras en écharpe, les moniteurs qui bipaient autour d'elle, m'a presque fait tomber à genoux. Ses yeux, ces magnifiques yeux verts qui m'avaient captivé dès le premier instant, s'ouvrirent lentement à mon approche. « Tu m'as trouvé » murmura-t-elle. Je pris sa main indemne et la pressai contre mes lèvres. Toujours. J'ai passé 3 jours à dormir sur une chaise à côté du lit d'hôpital de Rebecca, ne partant que lorsque les infirmières ont insisté pour dire qu'elle avait subi une commotion cérébrale, un poignet cassé et de multiples contusions. Les blessures physiques guériraient. Les blessures psychologiques s'étaient rouvertes juste au moment où elle commençait à se sentir en sécurité. Anu n'aurait pas dû venir, murmura-t-elle la 2e nuit lorsque les analgésiques firent tomber sa barrière. Il te ciblera aussi. Qui est-il ? Demandai-je doucement en lui caressant les cheveux pour dégager le bleu sur sa tempe. L'assistant de recherche de mon père. Il a toujours cru que j'avais fabriqué des preuves contre papa. Ses yeux se fermèrent brusquement. Il promit de me retrouver un jour. La police arrêta Martin Welch 2 jours plus tard, le suivant grâce aux images de vidéosurveillance de l'immeuble de Rebecca. En fouillant sa chambre de motel, ils trouvèrent des coupures de journaux sur la mort de David Winter et des photos de Rebecca, certaines récentes suggérant qu'il la suivait depuis des semaines. Contre l'avis médical, j'ai ramené Rebecca chez moi, non pas à la maison d'hôte, mais directement chez moi pour la protéger. Le médecin a dit que tu devrais rester un jour de plus, ai-je argumenté en l'aidant à sortir de la voiture. Os me rappelle la mort de ma mère, répondit-elle en grimaçant en se levant. Je préfère guérir ici. Les premières nuits furent les plus difficiles. Les cauchemars de Rebecca revinrent avec force, ses cris perçant l'obscurité. Je la serrai dans mes bras jusqu'à ce que la terreur s'apaise. Des promesses de sécurité murmurées, jusqu'à ce qu'elle retrouve un sommeil agité. Pendant la journée, nous avons établi de nouvelles routines. Je travaillais à domicile, transformant la salle à manger en bureau temporaire. Tandis que Rebecca reprenait peu à peu des forces, nous lisions ensemble l'après-midi, la tête sur mes genoux, la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres désormais équipées de nouveaux systèmes de sécurité. Que se passera-t-il quand je serai complètement rétablie ? Demanda-t-elle un soir, tandis que je lui rebandais soigneusement le poignet. Dois-je retourner à la maison d'hôte ? Je l'embrassai sur le front. Tu restes ici, là où tu appartiens. L'inspecteur Ramirez m'annonça que Welch avait accepté un accord de plaidoyer, soit 15 ans sans possibilité de libération conditionnelle anticipée pour agression aggravée et harcèlement. Plus important encore, l'enquête n'avait révélé aucune preuve d'autres menaces liées à David Winters. Tu es en sécurité maintenant, dis-je à Rebecca, tandis que nous fêtions ça avec des plats à emporter de son restaurant thaïlandais préféré. Vraiment en sécurité, pensa-t-elle en faisant tournoyer des nouilles autour de sa fourchette. Je ne sais pas comment vivre sans regarder par-dessus mon épaule. Nous apprendrons ensemble. Le printemps a laissé place à l'été. Les blessures physiques de Rebecca ont guéri, ne laissant qu'une petite cicatrice au-dessus de son sourcil, témoignage de ce qu'elle avait enduré. La guérison émotionnelle a pris plus de temps, mais je l'ai observée avec fierté reprendre progressivement possession de sa vie. Un matin de juin, autour d'un café en terrasse, elle a fait une annonce qui m'a coupé le souffle. « Je veux reprendre mon nom », a-t-elle dit d'une voix ferme. Pas tout, je ne suis plus cette personne, mais je pense le changer légalement en Rebecca Winters, reconnaissant le passé sans être prisonnière de lui. J'ai tendu la main par-dessus la table pour la prendre.
Quoi que tu décides, je suis avec toi. Il y a autre chose. Elle a pris une grande inspiration. La compagnie aérienne m'a proposé un poste permanent au sol pour former les nouvelles hôtesses de l'air. Tu restes. Ma voix a capté son sourire, celui dont j'étais tombée amoureuse 2 fois, maintenant épanouie et qui reste. Cet après-midi-là, nous avons traversé la maison d'hôte ensemble pour la première fois depuis son retour. Les pièces vides résonnaient des souvenirs de nos débuts. Que allons-nous en faire ? Demandai-je en la regardant glisser ses doigts sur le plan de travail de la cuisine où elle avait laissé son mot d'adieu. Reb. Eka se tourna vers moi, pensive, avec un regard plein de sens, un geste qui aide les autres à échapper à ce que je ne pouvais pas. 6 mois plus tard, le refuge d'hiver de Rebecca accueillait sa première résidente, une jeune femme fuyant la violence domestique, avec pour seule arme un sac à dos et la peur dans les yeux. La maison d'hôte transformée devint la première de ce qui allait devenir 3 refuges financés par la Fondation Moore, offrant un refuge temporaire aux personnes en danger. Le jour du premier anniversaire de l'attaque, nous étions réunis dans notre chambre. La broche vintage qui nous avait unis reposait désormais dans une boîte cadre accrochée au mur, à côté d'une photo encadrée de 2 femmes riant dans un marché vintage, prise par un inconnu. Le jour où nous avons rouvert nos cœurs à la possibilité que certaines choses, contre toute attente, étaient destinées à se retrouver. Aviez-vous imaginé que nous finirions ici ? Demanda Rebecca en s'adossant à moi, tandis que nous contemplions le ciel nocturne par la fenêtre. Pas dans mes rêves les plus fous, j'ai admis. Les bras enroulés autour de sa taille, mais je ne changerai pas un seul pas qui nous a ramenés à la maison.